Continuation donc, des modèles précédents, 91-92, c'est toujours un châssis donc, usine qui est très différent du châssis de série puisqu'il est plus renforcé. Autrement, la conception de la moto était pratiquement identique à une moto de série, la GSX-R, puisqu'on a l'obligation d'utiliser le moteur d'origine avec des tas d'améliorations apportées par l'usine et par le team CERT. Alors ce qui est intéressant surtout, je pense, par rapport à la série, c'est notamment la boîte à air, donc qui est une boîte fermée avec 2 entrées d'air sur la face avant du carénage qui permet un meilleur remplissage des carburateurs. Ensuite, il y a tout un système électrique puisque bien sûr 24 heures on doit rouler la nuit, donc il y a un système d'alternateur, de démarreur, ne serait-ce que pour le départ et pour repartir des stands. Ensuite, il y a un poste de pilotage réduit à sa plus simple expression, c'est-à-dire un compte tour avec un limiteur de régime qui permet au pilote de ne pas aller trop loin dans les tours, c'est-à-dire c'est fixé à l'avance. Vous êtes limité à combien là? Ça dépend des circuits. Ici, pour le Castellet, on est limité à près de 13 000 tours. Pour les essais qualificatifs, on a un limiteur à 13 500. Ensuite, il y a la température d'eau et toutes les commandes phare. On a le double phare parce qu'on est obligé d'avoir un feu de sécurité donc branché avec le deuxième phare. Et autrement, un coupe-circuit, c'est vraiment très simple. Autrement, utilisation, même par rapport à une moto de série, c'est... Les freins à l'avant, il y a une différence aussi? Oui, alors bien sûr, les freins, ce sont des freins qui sont quand même très, très spéciaux par rapport à la série. La base est la même, ce sont des 6 pistons. Autrement, c'est surtout au niveau des plaquettes, parce qu'en endurance, il ne faut pas changer les plaquettes trop souvent. En fait, une moto d'endurance, c'est surtout aussi prévu pour être efficace, mais aussi pour pouvoir intervenir très rapidement pour perdre le moins de temps d'intervention. Alors donc en fait chaque petit détail est étudié, c'est en cas de chute, la selle se change très facilement, il y a une partie arrière qui est démontable très rapidement par rapport à une moto de série. Pareil, le système d'échappement, c'est un échappement en titane qui est très léger et qui est très facile à démonter. Les radiateurs c'est pareil, c'est tout monté sur cylindre bloc, c'est vraiment très étudié pour un démontage rapide et un minimum de vibration. Et non plus un prototype d'usine comme nous l'utilisions l'année dernière. En fait, c'est une moto de série améliorée et adaptée à la compétition. Nous avons une fourche télescopique Kayaba qui est très sophistiquée et qui surtout présente l'avantage de permettre des changements d'onde rapides. En fait, on peut changer la roue avant en environ 8 secondes, ce qui est un avantage indéniable dans une course d'endurance. On a un brossillon qui est également dérivé de la série mais très fortement renforcé avec un élément amortisseur également très sophistiqué qui est performant et constant pendant 24 heures. Ça permet d'avoir une moto qui a toujours le même comportement. C'est également très important pour les courses de 24 heures. Et au niveau carrosserie, nous reprenons les formes de la ZX-R 750. Néanmoins, ce carénage est fabriqué en carbone Kevlar pour une plus grande rigidité et surtout un gain de poids. Et sa particularité, c'est d'être démontable très facilement. Donc on peut changer le carénage en quelques secondes et tout est monté de façon des attaches rapides. Le moteur, là, en fait, c'est la partie cachée. En fait, on ne le voit pas. Il est sous le carénage. Donc c'est un moteur qui est également issu de celui de la ZX-R 750 de route. Là, il y a pas mal de pièces spéciales. Cependant, les carters et le vilebrequin sont ni plus ni moins que des pièces d'origine. Par contre, les pistons, les arbres à cam, les segments, les soupapes sont des pièces spéciales et ça permet de faire passer la puissance d'environ 120 chevaux d'origine en version libre à 160 chevaux en version endurance. La moto est aux normes des motos de Superbike, à savoir 165, 166 kg en ordre de marche. Les motos japonaises sont des 4 cylindres. Celle-ci, la Ducati, c'est une 2 cylindres. C'est un petit peu un avantage pour nous parce qu'on peut être avantageux avec le poids. En principe, elle est supposée être un petit peu plus agile, la moto, parce qu'on est un petit peu plus légère. On a le droit, je pense, à un petit peu plus de CC, vu qu'on est 2 cylindres, que les 4 cylindres ont droit seulement à 750 CC. C'est un châssis en chromoly. C'est juste des tubes, comme tu dis, un châssis tubulaire comparativement à des châssis aluminium rectangulaires que les Japonais utilisent. Le réservoir, ça, le siège, l'aile, il y a beaucoup de pièces en fibre de carbone. Ici, on voit le tachomètre, combien de régime on peut prendre. Ici, c'est pour la température. Ici, c'est pour le feu arrière. Ici, c'est pour le feu avant, pour la nuit. Est-ce qu'il y a un limiteur de régime? 11 000 tours. Alors, on a vu que sur l'avant des Ducati, il y a juste 2 petits phares, alors que la plupart des autres motos, elles ont un gros bloc optique. Comment ça se fait? Comment ça se fait? J'ai aucune idée. Je suis arrivé ici, les phares étaient posés comme ça. On a fait les essais de nuit, ça a l'air à très bien fonctionner.
lui, contrôle vitesse. Parce que aussi étonnant que cela puisse paraître, on contrôle la vitesse des motos à l'entrée des stands. Et je vais même vous donner un petit scoop. Bon, on contrôle la vitesse des motos à l'entrée des stands, mais surtout on contrôle la vitesse des motos dans la ligne droite. Et savez-vous que, eh bien, on avait installé un Mesta 208, qui est le nouveau radar de la gendarmerie. Eh bien, ce radar est resté muet au passage des machines d'usine. Explication, les carénages sont en carbone, c'est un très mauvais réflecteur. Ligne droite du Mistral, vendredi 10h10. Dominique Sarron sur la Suzuki officielle numéro 4 établit le record de vitesse de la semaine à 293,6 km/h. À titre de comparaison, c'est 47 km/h moins vite que les F1 turbo-compressés qui utilisaient pourtant une portion plus courte de la ligne droite, mais c'est pratiquement la vitesse à laquelle passent les 500 Grands Prix. Pour relever de tels chiffres, on vous l'a dit, les radars traditionnels sont peu fiables. On a donc installé sur le bord de la piste 2 cellules photoélectriques distantes de 10 mètres. Quand elles coupent ces faisceaux, les machines sont chronométrées au 100 millième de seconde et les chiffres sont traités par un ordinateur. Les résultats, les voici, respectivement 293,6 et 293,3 pour les 2 Suzuki officiels, puis une Kawa privée, la numéro 13, à 292 km/h, la Ducati 64 à 289,4 et la Kawasaki d'usine numéro 1 à 289 km/h. Depuis l'an passé, la vitesse maxi a progressé de 3,5 km/h, mais les valeurs relevées dans la courbe de signe au bout de la ligne droite n'ont pas changé. Les motos rentrent ici à 170 km/h, une F1, elle, passe à fond à plus de 300, c'est sans commentaire. Où on regarde notre panotage, bien qu'accéléré à fond et déjà concentré pour la verrerie. On est en 5e, on va rétrograder en 4e, plongé dans la verrerie. Une courbe très rapide où il faut vraiment le gros cœur. Le droit de la sortie, on accélère le plus tôt possible. On va rétrograder en seconde pour une chicane. Là, il y a de nombreux tout droits. On se rate de temps en temps, ça arrive. Réaccélération jusqu'au virage le plus lent du circuit. On va prendre en première. Glissant à la sortie. Seconde. 3e. Et là, on va rentrer dans le gauche qui commande la ligne droite. Il faut essayer d'être le mieux placé pour pouvoir accélérer le plus tôt possible, pour en sortir le plus vite possible. Et là, on rentre dans la ligne droite. 4e, 5e, 6e. Alors, on peut quand même se reposer physiquement, mais il faut quand même rester vigilant parce qu'il peut y avoir des motos qui ont cassé le moteur, qui ont mis de l'huile sur la piste. Le danger, c'est qu'une moto ait cassé le moteur juste avant signe et au moment du freinage. On va rentrer dans signe, freinage violent, on va rentrer 2 rapports. On passera cette courbe environ à 170 km/h. Dès le point de corde, on accélère pour en sortir le plus vite possible. Vibreur extérieur, on élargit au maximum. On rentre dans le virage le plus technique du circuit, le bosset, le double droit du bosset. On va rentrer la seconde à la sortie pour avoir une vitesse de sortie très rapide, une vitesse d'accélération juste avant la chicane, toujours en seconde. Voilà, et on rentre dans un gauche, tout de suite après un grand droit en accélération sur l'angle très glissant. On est vraiment à la limite du décrochage, on n'ose pas vraiment mettre à fond complètement dans les tours. On va rentrer 2 rapports, 3e, 4e dans le virage de la tour et le virage du pont en première qui recommande la ligne droite des stands où on va de nouveau regarder notre panotage. Prise au bol d'or, on connaît. Hier après-midi, ça a commencé dès le début. Départ manqué pour les Kawasaki, pas beaucoup mieux pour la Suzuki en pole position. Et c'est Ducati qui profite de l'aubaine. Inespéré, 3 Italiennes en tête du bol d'or. Pour un retour, c'est sacrément réussi. On se demande alors si le bicylindre Ducati peut tenir la distance face aux 4 cylindres japonais qui servent de référence. Hervé Moineau commence alors à rattraper les Ducati une après l'autre. En revanche, chez Kawasaki, c'est plutôt laborieux. Les motos ont perdu un temps considérable et remontent très doucement vers la tête. Le commandement, c'est la Suzuki de Moineau qui s'en empare. Pour le team, certes, la victoire cette année est capitale. Après une longue série d'échecs, c'est son avenir dans la compétition qui en dépend. Chez Ducati, on a perdu le rythme. Une des motos est tombée en panne sèche. Il manque encore à l'équipe italienne l'expérience des courses d'endurance. Du coup, les 2 Suzuki officiels s'installent en tête de la course. Moineau
devant Saron. Pour une fois, semble-t-il, la chance tourne en faveur de Suzuki, régulièrement dominé par Kawasaki par le passé. Derrière, les privés tâtent du bac à sable, alors que chez Kawasaki, on n'a plus qu'une seule machine bien placée, celle de Reimer, l'autre, celle de Bontempi, est à près de 10 tours. Ducati, malgré tout, tient la distance au fil des heures. Les 3 machines sont toujours là, classées dans les 10 premiers. Mais ce sont les meilleurs privés qui se placent aux avant-postes, la Honda de Vieira et la Yamaha de Millet. La nuit aidant, les écarts se creusent, les leaders tournent à 167 km/h de moyenne, les derniers ont 15 tours et plus de 20 km/h d'écart. Comme on s'en doutait, la nuit a été riche en rebondissements. Premier incident vers 20 h, la Suzuki de tête et une Kawasaki se percutent à pleine vitesse à l'entrée du virage de la verrerie. Le choc est spectaculaire, Graziano se relève indemne. En revanche, Buckmaster, l'autre pilote, est gravement touché à la jambe. Il a été transporté à l'hôpital, mais sa vie n'est pas en danger. Pour Graziano, l'enfer commence. Ramener la moto en la poussant. Lorsqu'il arrive au stand, il est à bout de force. Panique sur le stand Suzuki. Dans la cohue, les mécaniciens doivent remettre la moto en état. La fourche, le réservoir et l'avant du moteur sont touchés. 20 minutes d'intervention sont nécessaires. Et lorsque la moto repart, sous les applaudissements de la foule, la Suzuki a 25 tours de retard. Du coup, c'est Kawasaki, bien malchanceux en début de course, qui s'empare du commandement. Reimer devant la Suzuki de Saron. Celle-ci a un tour de retard et n'arrive à gagner que quelques secondes. Dans le stand Ducati, on est loin de ses préoccupations. Celui-ci manque cruellement d'organisation. Près d'1 minute d'intervention lorsque Suzuki et Kawa mettent 20 secondes. De plus, Ducati accumule les gaffes. Drapeau noir pour la 64 qui roulait sans lumière. Et un changement de roue qui atterrit dans le stand voisin. Mais qu'importe, Ducati y a gagné la faveur du public. Pendant ce temps, ça chauffe sur la piste. Suzuki met le feu aux poudres, la numéro 3 notamment, celle qui avait perdu 25 tours, signe des chronos fabuleux. 2 minutes 02 en pleine nuit, c'est presque un temps de qualif. Exploit remarquable, durant la nuit, elle a rattrapé 6 tours. Le soleil se lève, le pire est passé, pense-t-on. Chez Kawa, le cauchemar ne fait que commencer. En l'espace de 2 heures, les Verts perdent tout espoir. 6 heures du mat, la Kawa de tête rentre au stand, elle ne démarrera plus. 2 heures plus tard, même sanction pour la numéro 2. Cette fois, Kawa a perdu la baraka. La Scoumoun s'abat aussi sur Ducati. Au petit matin, il n'y a plus de machine officielle sur la piste. Premier abandon à 5 heures, puis 7 heures, le dernier vers 9 heures. Le rideau se baisse sur une belle aventure. Ducati et Kawasaki out, me direz-vous, la voie est libre pour Suzuki seul en tête. Mais il faudra encore exorciser la malchance légendaire de Suzuki, d'autant que des problèmes d'échappement typiques chez la GSX ont réapparu. Cela dit, Saron, Deltan et Bonhuile ont de la marge, 5 tours d'avance sur le deuxième, une vieille Honda RC30 privée d'Alex Vieira qui fait là une performance inespérée. Chez Suzuki, justement, c'est cette absence d'adversaire direct qui risque de perturber la vigilance des pilotes. Ceux-ci l'ont bien compris et continuent même de prendre de l'avance, plus de 6 tours sur le reste du peloton. Signalons, ça n'est pas courant qu'aux 5 premières places, on retrouve 4 équipages privés. Ça n'est que justice dans une course qui leur est d'abord réservée. Et un coup de chapeau pour le dernier, l'équipage Cuny Blockel de Baker. Tenez-vous bien, il a 178 tours de retard à la moyenne de 131 km/h. Mais il veut coûte que coûte rallier l'arrivée, exemple parfait de la philosophie du bol d'or. Est envahi, les motos sont stoppées par les spectateurs au virage du village. Le premier à nous tomber sous la main, ce sera Hervé Moineau, auteur durant la nuit d'une fantastique remontée. Eh bien ma foi, je suis un peu surpris que le boss soit terminé si tôt parce que je m'attendais encore un peu à rouler. Et voilà, je suis un peu surpris quoi. Mais... Tu sais à quelle place exactement tu termines? Ben, j'ai vu un panneau P5 mais je sais pas exactement. Belle remontée quand même. Ouais, ça a été dur. On a mis un petit moment à y croire parce que quand on démarre 50e après la chute, avec 30 tours de retard, dans la tête on n'est plus trop dans la compétition quoi, parce qu'on était devant. Mais on s'est accroché et puis le moteur, la Suzuki a bien marché, c'est principal. Sur le podium, c'est du délire. Je vous laisse apprécier. Le
champion du monde 93, le Californien Doug Toland, mais le plus heureux ici, c'est sûrement Dominique Mélian, manager du team Suzuki. Difficile de dire quelque chose à chaud. On l'attendait depuis très longtemps, mais je pense à toute mon équipe, les mécaniciens qui ont travaillé vraiment dur. Là, je vais les retrouver, je pense que ça va vraiment être dur. La fin d'une longue série noire. Je l'espère, mais faut accepter aussi les séries noires, c'est ça la course. Mais là, franchement, je suis heureux. Ils sont en piste avant les stars pour des démonstrations hors du commun. Ils ne sont pas encore sous les feux de la rampe, mais ils le méritent. Voici les cascadeurs du bol d'or. Jackie Vranken est belge, c'est le spécialiste du wheeling et le plus rapide au monde sur la roue arrière à 254 km/h. Non, nous avons beaucoup d'années derrière nous, donc on a un peu d'expérience quand même, quoi. Jos Ars, lui, est français. C'est un équilibre. C'est un équilibre. Je ne pratique pas ça à 100%. J'ai une discipline à côté, mais j'espère bien en vivre un jour. Je pense pouvoir y arriver. Il détient 2 records du monde, 212 km/h les 2 pieds par terre tirés par sa moto et 242 accroupi à côté de sa GSXR. Eric Miasga, lui, est funambuliste au guidon d'un 3 roues surnommé la basket. Oh ben moi j'ai acheté un sidecar, j'avais 20 ans, j'en ai 34, 20 ans parce que j'avais une jambe cassée en moto. Je pensais que sur 3 roues c'était plus stable donc moins dangereux. Et puis pour faire peur aux copines, j'ai commencé mes premières acrobaties. Ensuite j'ai été repéré donc par Alain Brochery qui m'a fait rentrer dans son équipe. Et puis après en 2 ans de temps je volais de mes propres ailes et ça fait 8 ans que ça dure. Une seule devise pour tous ces allumés du bitume, brûler de la gomme et vivre au rythme des décibels. Secondes, 600 et quelques km/h, 400 mètres. On va laisser monsieur Bob Filler aller se concentrer. Voici enfin l'électrochoc Bob Filler avec sa satanique machine. Un dragster de 30 000 chevaux. Le moteur à lui seul est tout un programme. Il provient du module Apollo. Attention, danger, détonation imminente. Overdose de bruit. Minuit 15, le groupe Noir Désir déchire la nuit, chauffé à blanc, la foule entre en délire. La fête n'est hélas pas la même pour tout le monde. 1h30, le crépitement des machines à écrire de la gendarmerie remplace les décibels. J'ai laissé ma moto sur le parking, là-haut. Oui. Je suis revenu 3-4 heures après, il n'y était plus. Et voilà. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? C'est dégueulasse. On vient là pour être sympa entre motards, puis qu'on nous baise la gueule. Depuis vendredi, en effet, c'est plus de 25 motos qui ont disparu de la circulation. 3h30, certains fêtards commencent à payer au prix fort les excès de leur nuit. Au PC médical, c'est l'effervescence. On doit être à peu près aux environs de 250 victimes depuis vendredi. On les rencontre bien souvent pour une bonne raison, c'est que soit il y a un abus d'alcool et on a des accidents relativement importants. Alors ça va du petit bobo aux accidents plus graves. 7h, le café noir traîne sur les réchauds. Au menu, boissons chaudes et brioches
pour éponger le trop-plein de boissons absorbé dans la nuit. Dans les duvets, on ouvre le premier œil. Dur, très dur. 3 heures de sommeil et puis trop de connards pour du bruit. J'ai plus de voix, je suis désolée. Bah, je viens de me réveiller, là. Je trouve le pantalon en tiré et tout. Ils ont tout piqué ce qu'il y avait dans la... le portefeuille, tout le fric, tout. Ils ont tout piqué ce qu'il y avait. Putain, je dormais, hein. Mon pantalon à côté de moi, là. Ah, faut déjà le faire. Putain, alors ça fait chier, merde. 7h30, la tempête est passée. Un vent frais balaye l'esplanade du Castelet à marée basse.